sieste, vous êtes au bon endroit, au frais, à l'ombre, et avec un commentateur soporifique. Donc, je me présente, je suis Jérôme Champagnat, photographe, alors, semi-professionnel, mais dans le semi-professionnel, c'est juste le côté légalisation de la vente de mes photos. Moi, je suis un pur amateur, j'ai débuté la photo il y a plus de 25 ans. Je l'ai pété pendant 15 ans, comme monsieur tout le monde, à photographier tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et puis, depuis maintenant 7 ans, j'ai eu des clics et je me suis assagi. Donc, je suis rentré un peu plus dans la photographie et je suis issu d'un BTS électronique. 35 ans maintenant, presque. Et j'ai toujours gardé ce côté technique, aller gratter, le côté technique, savoir comment ça fonctionne, et pourquoi, mais parce que non, oui, si. Voilà. Notre conférence va être diffusée sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Celle d'hier est déjà sur la chaîne YouTube, elle est programmée pour demain matin 6h. Donc celle d'hier était vraiment très technique par rapport au même sujet que nous allons voir aujourd'hui. Et là aujourd'hui, vous allez voir, on va rentrer calmement dans le sujet et poser. Photographier la lumière en milieu naturel. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Qu'est-ce que la lumière, déjà pour commencer? Comment on définit la lumière? Comment on interprète la lumière? Ben, la lumière, c'est ça. Ça, c'est pas un paysage. C'est la restitution pixelisée de la lumière qu'a reçue le capteur. Qui donne une image, plus ou moins belle. Cette image, comme je l'ai dit, elle est décomposée en pixels. La lumière qui a reçu le capteur, la transformer un petit peu en. Allez-y, le capteur a reçu une lumière qu'il a décomposée, le boîtier a traité la lumière et ça me donne une image. Cette image, c'est ça. La lumière, c'est ça. Qu'est-ce que la lumière? Ben, c'est une onde électromagnétique composée de quanta. Alors, c'est pas vieux, hein? On a défini la lumière comme ça. Ça date des années 50-60. Mais depuis des millénaires, déjà les Grecs se sont posé la question de savoir ce qu'était la lumière, comment on pouvait réussir à voir avec nos yeux. En fait, on peut lire, on ne voit pas avec nos yeux, on écoute la lumière. Si vous regardez la gamme d'ondes, on voit que les rayons X, il y a des grandes ondes, qui vont les ondes radio, et au milieu, il y a la lumière. Donc nos yeux sont des oreilles à leur niveau. Bon, bah. Ah oui, je vais calmer. Je vais y aller tout doucement. Deux types de lumière. Lumière directe ou incidente. Nous sommes en milieu naturel, je vous rappelle. Donc, il n'y a pas 36 000 lumières incidentes, il n'y en a qu'une, c'est une seule. La lumière réfléchie. Là, par contre, j'aurais pu mettre sur ma diapositive les lumières réfléchies. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a une multitude, indénombrable. Chaque objet qui vous entoure, même vous émettez de la lumière. C'est-à-dire que vous allez renvoyer, comme on voit sur la petite diapositive là, vous allez renvoyer la lumière incidente, vous allez transformer la lumière incidente en lumière réfléchie. Le soleil, lumière directe, un objet quelconque, l'objet va renvoyer une certaine quantité de lumière avec une certaine colorimétrie. Et là où les choses se compliquent,
du soleil. Vous savez, quand vous étiez au collège, on a tous vu que notre ami Newton, qui nous a fait penser à 5 quarts d'heure quand on était au collège, lui, il a dit la lumière est blanche, et si je fais traverser un prisme par un faisceau de lumière blanche, je vais le décomposer en une multitude de couleurs. Bon, il en a dénombré 7, mais effectivement, si on regarde un arc-en-ciel, on voit que potentiellement, selon la puissance de l'arc-en-ciel, il y a potentiellement beaucoup plus de nuances que les 7 couleurs définies par Newton. Mais on voit bien, le soleil, sa lumière, la lumière traverse l'atmosphère, et en traversant l'atmosphère, cette lumière incidente, déjà l'atmosphère va avoir un impact sur la lumière, elle va filtrer certaines matières franches colorimétriques, pour être simple, va venir frapper un objet, et là je me suis trompé dans la diapositive, mais c'est pas grave, et elle va émettre une lumière réfléchie. Là, l'arbre est vert, la lumière réfléchie, sans quelle couleur. C'est-à-dire que l'objet va absorber certaines couleurs et ne renvoyer que la couleur avec laquelle il est composé. Autrement dit, simulons le soleil. Je fais exprès, lumière directe. Je vous éblouis. Je mets ma lampe, j'éclaire le plafond, lumière réfléchie. Vous n'avez plus la même tonalité et puissance d'éclairage. Pourtant, c'est la même lumière. La source de lumière est la même. Sauf que l'objet qui va refléter la lumière va diffuser cette lumière. Lumière directe, je me mets dans les yeux, lumière réfléchie. Encore une fois, la lumière, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà. Toutes ces images sont réalisées grâce à la lumière. Petit sondage. En photographie, quelles sont, allez, je vais employer un mot vulgaire, les couleurs qui ne sont pas des couleurs? Le noir et blanc. Pourquoi? Ce sont des nuances. Pardon? Ce sont des nuances. Non. Le noir n'est pas une couleur parce que le noir c'est l'absence de lumière. Pas de lumière, pas de couleur. Le blanc c'est 100% de rouge, 100% de vert, 100% de bleu. Saturation des photocytes. Donc là je ne rentre pas trop dans les détails parce que, encore une fois, on est là pour surveiller le sujet et un petit peu comprendre la lumière. Mais grosso modo, quand un photocyte, vous savez la petite coupole dans le capteur qui reçoit les photons, on pourrait dire, quand ce photocyte est plein, le pixel est blanc. Donc le blanc et le noir ne sont pas des lumières, ne sont pas des couleurs en photographie. Encore un exemple. Là, vous avez un mélange de photographie réalisé en lumière incidente, avec différentes sources de lumière incidente, et en lumière réfléchie. Ici, lumière incidente, éclairage public, feu d'artifice. En dessous, lumière incidente, le fourneau d'un souffleur de verre. Là-bas, voie lactée, lumière incidente, lumière réfléchie. La voie lactée nous émet de la lumière, c'est de la lumière incidente. Les étoiles nous émettent de la lumière, c'est de la lumière incidente. La lune, elle, c'est de la lumière incidente ou réfléchie? Réfléchie. Mais, on pourrait se poser vraiment la question parce qu'elle réfléchit à la lumière du soleil. Donc bon. Mais c'est la lumière réfléchie. Et en dessous, vous avez d'autres photos qui vous présentent à la fois de la lumière incidente et de la lumière réfléchie. Petit exemple de florilège de photos qui vous montrent où les choses vont commencer à se compliquer.
petits pièges, les deux papillons. Mon sujet, papillon, lumière réfléchie, l'arrière-plan, incident ou réfléchi. Réfléchi. Végétation. Un petit résumé, donc il existe plusieurs phases de lumière dans une journée. Vous l'avez tous remarqué. Ces phases de lumière dans la journée n'ont pas toutes la même incidence sur la puissance lumineuse, sur la colorimétrie, sur le contraste, etc. Si je vous dis, la puissance influence la lumière réfléchie et la colorimétrie influence le rendu colorimétrique final de vos images. Et si vous êtes à l'heure bleue, ou si vous êtes à l'heure dorée, vous n'allez pas avoir le même rendu d'une même scène. Je vous rappelle que nous parlons bien de lumière en milieu naturel. Les phases d'une journée. L'heure bleue, soleil sous l'horizon. L'heure dorée, soleil au niveau de l'horizon, un tout petit peu plus au-dessus de l'horizon. Lumière rasante, là le soleil commence à monter dans l'atmosphère. Lumière incidente, lumière intense, pardon. Là le soleil pile quasiment au-dessus de nous. Et on commence, lumière rasante. Heure dorée. Heure bleue. Et la nuit. Vous voyez, la nuit, je vous ai mis place à l'astrophoto. Parce que l'astrophotographie est une pratique qui est vraiment très compliquée, due au fait que la lumière incidente est quasiment inexistante. Comment dire que si la lumière incidente est existante, la lumière réfléchie, ça devient très compliqué. Donc si on prend la nuit, heure bleue, heure dorée, heure rasante, lumière écrasante, lumière rasante, heure dorée, heure bleue, la nuit. Maintenant, voyons l'implication de ces phases lumineuses sur nos photos. Photo de nuit, limite heure bleue. Là, on est entre, si je peux dire, entre l'heure bleue et la nuit, c'est entre chien et moi. On voit là-bas qu'on commence à apercevoir des nuages. Ici, on aperçoit des étoiles. C'est limite. Heure bleue. Je crois qu'il est difficile de montrer. Alors, pour la petite histoire, week-end de Toussaint, un temps brumeux, exécrable. J'étais avec un ami photographe, on monte à Bibracte. Bibracte, c'est un site archéologique dans le sud de la Nièvre. Il y a un panorama tout en haut où on peut voir le Mont Blanc. Là, je vous laisse imaginer la vue sur le Mont Blanc. Et on arrive avec mon ami photographe là-haut, on regarde, une brume à couper au couteau. On se regarde tous les deux, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait dans le reste, qu'on s'en va. Alors, le copain dit, bon, bah, je vais aller faire 2-3 photos d'ambiance brumeuse. Et à un moment donné, on se retrouve, on discute, et le copain aperçoit une lumière, mais violette, mauve, d'une intensité folle. On se dépêche d'aller sur le panorama qui était à 300 mètres de nous, on arrive, plus rien. Fini. On râle, on rage, chacun de notre côté, et au bout de 2 minutes, nous trouver dans la brume, un rayon de soleil qui vient taper sur les temps de poisson, et là c'est bingo. Pas
dorée. Pareil, l'or doré, l'or rasante. L'or doré. Lumière rasante. Très important. Comme vous avez pu le constater sur les exemples photographiques, donc j'ai mis 2 exemples ici. Ne négligez pas la lumière rasante. Comme vous pouvez le constater, elle va vous apporter un côté artistique non négligeable. Et si vous avez la chance d'avoir un prêt avec potentiellement des papillons ou autres, hein, peu importe, mais si vous faites un petit peu de macro comme moi, l'or doré qui arrive, des arbres qui mettent le champ à l'ombre, c'est gagné. Combien je vois de photographes alors, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des photos entre 10 personnes, mais qui essaient de faire de l'agro, du paysage à ces endroits, sans accessoires type filtration, c'est un suicide. Par exemple, les 2 photos de papillons prises à 11h30 du matin. Je suis tombé sur celui-là, je ne sais plus ce que c'est, mais celui là-bas, c'est un Robert Le Diable. Je me suis dit, tant pis, je photographie. Je suis rentré à la maison, j'ai regardé sur l'écran. Comme je vais là noter comment la lumière écrasante vient écraser votre sujet. Vous voyez? En résumé, les inconvénients de la lumière écrasante. Perte de contraste, ou je veux dire plutôt augmentation du contraste. Pour faire quelque chose de simple à comprendre, c'est-à-dire que la différence entre les blancs et les noirs va se réduire. Vous allez avoir des couleurs beaucoup percutantes, beaucoup plus flashy. Mais attention, ces couleurs ne sont pas belles à regarder. Comme vous avez pu voir sur ce papillon et sur celui-ci, vous pouvez constater que même le bokeh en arrière-plan, il n'a plus rien d'artistique. Colorimétrie dégradée, couleur fade, nuancier réduit. La lumière qui écrase votre sujet et votre sujet qui n'est plus mis en valeur. Donc, faire des photos, on va dire, en période estivale entre 10h et 16h, oui, mais à l'ombre. Parce qu'à l'ombre, vous allez avoir de la lumière diffuse. Par exemple, si vous mettez à l'ombre d'un chêne, pour celles et ceux qui iront sur mon stand, vous verrez une photo avec une araignée prise 15h30, un dimanche après-midi, plein mois de mai, à l'ombre du chêne. J'ai du détail, j'ai de la texture sur mon pissenlit, sur mon araignée, et le fait d'avoir un arrière-plan écrasé par la lumière, je fais ressortir mon pissenlit de mon araignée. Photo prise à 16h. Plein mois de septembre. Première envolée des fourmis volantes, et madame la menthe religieuse qui est venue me saluer sur la terrasse. Notez, au passage, comment je me sers de la végétation pour accentuer et embellir mon sujet. Uniquement lumière réfléchie à ce niveau-là. Lumière réfléchie fin d'après-midi. 2 sur 3, à l'ombre. Limiteur bleu, un soir d'automne.
ici une séparation où Lightroom a eu du mal à faire la fusion entre les deux photos du centre. Vous voyez maintenant la séparation? Maintenant que je vous l'ai dit, vous ne voyez plus que ça. Quasiment le même lieu au mois de novembre. L'heure dorée. Fin de l'heure dorée, limiteur bleu. Alors, sans filtration, pour ceux qui savent ce que c'est que la filtration, quelqu'un ne sait pas ce que c'est que la filtration? Non? Infiltration. ND64, reverse. Quelqu'un sait ce que c'est? Enfin, quelqu'un ne sait pas ce que c'est que le filtre reverse? Non, c'est bon? Oui, bon. Vous savez ce que c'est qu'un filtre GND? Un filtre GND, si vous voulez, c'est un filtre qui va être dégradé. Vous savez ce que c'est qu'un filtre ND? Non, un filtre ND, c'est un filtre qui va bloquer la lumière. Il va être homogène sur toute sa surface. Vous avez plusieurs intensités de blocage de lumière. Et le filtre GND, lui, en fait, il va partir du haut, avec une certaine intensité de blocage de lumière, et il va venir tout doucement m'ouvrir pour laisser passer entièrement la lumière. Alors, en fonction du type de GND, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas l'oublier. Et le filtre reverse, lui, c'est l'inverse. Il va partir du milieu, avec une certaine intensité de blocage, et il va monter, mourir, pour finir sans impact sur la lumière. Heure bleue, plein mois de juillet. Faites de la Pentecôte à 2-6, comme son nom l'indique, le jour de la Pentecôte. Donc là, il fait nuit. Lumière incidente ou lumière réfléchie? Lumière incidente. Ah ben, oui, il y a la lumière réfléchie, oui. Mais le haut de la photo, lumière incidente, puisque c'est la scène qui émet de la lumière. Donc là, lumière incidente, péniblement captée. Pour la petite histoire, voilà que des one shot, une seule photo, pas d'empilement. 15 secondes d'exposition, F2, 6400 euros. Mais avec un post-traitement pour faire ressortir la relative. Oui, bien sûr, oui. Ah bah sinon, Voilà. Bah disons, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de colorimétrie dans la volette. Il faut aller la chercher. Parce que l'avantage de votre capteur, c'est que lui va capter des informations colorimétriques que votre œil ne va pas capter. Et le fait de travailler en format RAW, parce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est que le format RAW. Non, c'est bon. Le fait de travailler en format RAW, vous allez enregistrer chaque état colorimétrique lumineux de chaque pixel. Et lui, il va avoir enregistré des informations que l'œil n'est pas capable d'assimiler et d'interpréter. Donc, un petit coup d'Alightroom, et abracadabra, je vais faire sortir les couleurs qui sont là, mais que je vois. Les photos de paysages que vous voyez avec des lumières magnifiques, des tons éclatants, des couleurs époustouflantes, non, on ne va pas dire. Enfin, il n'y a pas dire. Maintenant, on peut se poser la question, mais en règle générale, c'est simplement que le photographe a su régler les exifs de sa prise de vue de manière à capter l'information et après, sous Lightroom ou sous tout autre logiciel d'automatisation, restituer la colorimétrie qui était présente. Car hier, vous étiez là, question très intéressante d'une dame par rapport aux aurores boréales qu'on a tous plus ou moins entreaperçues ces dernières semaines. Et la dame me disait hier pourquoi
on n'a pas la même chose entre ce que l'on voit des aurores boréales et les photos qu'on a pu voir sur Facebook, par exemple. La preuve en est physique que les capteurs des appareils photo sont capables d'interpréter, d'enregistrer des détails de la colorimétrie que votre œil n'est pas capable de voir. L'influence de la météo sur la colorimétrie, donc cette photo-ci, journée d'automne, toujours sur le même type de vibrette. Notez que dans les ombres, je n'ai plus de lumière incidente, donc lumière réfléchie quasiment inexistante. Je n'ai quasiment plus de détails à ce niveau-là. Là-bas, orage, c'est une nuit orageuse qui va arriver pleine face. Le soleil, 3/4 droite. Ça donne cette photo. Parce que la couverture nuageuse au-dessus de la Loire bloquait les rayons du soleil qui arrivaient par-dessus. Il n'y avait plus qu'une seule source de lumière qui arrivait. Éclairage de la Seine, colorimétrie accentuée, et là, accentuée mais pas dégradée, contraste amélioré, d'où l'importance de bien choisir ces postes d'observation lorsque vous faites de la photo naturaliste. C'est très important. Et de bien réfléchir à la scène que vous allez photographier. Est-ce que j'ai de la lumière incidente? Est-ce que j'ai de la lumière réfléchie? Est-ce que je n'ai que de la lumière réfléchie? Parce que là, c'est pas le même. La ville de Decize, pour celles et ceux qui connaissent potentiellement, jour d'orage. Allez, petite interrogation surprise, combien de photos? Je vais vous donner un indice, prise au 70-200 à 200. 18 photos. Le poids de la photo finale post-traitée, comme on veut dire que quand je l'ai enregistré sur l'ordinateur, ça m'a pris un petit temps. Déjà rien que le post-traitement. Donc petit rappel, hein, la lumière réfléchie, hein, lumière incidente, lumière incidente, pardon, lumière réfléchie. Ce que voit votre œil, ce que voit le capteur. On peut revenir sur la photo précédente, le paysage. Pourquoi 18 photos? Oui. Pourquoi 18 photos? Oui. Alors, c'est une photo qui était destinée à un candidat aux députations et il voulait, donc il se présentait sur le canton de Decize et il m'avait demandé de lui faire une photo représentative de la ville de Decize. Ok? Et il m'avait suggéré ce point de vue avec cette vue sur le site. Ok. J'ai pris, comme tout bon soldat, mon 24, mon 24-70. Et puis je me suis dit, tiens, je vais peut-être prendre le 70-200. Je venais de l'acheter, je vais essayer voir ce qu'il vaut en photo comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon 24, je fais ma prise de vue, 24 mm, j'écarte, j'éloigne mon sujet, j'écrase mes distorsions. Bon, ça va pas. Le candidat m'a dit, je veux voir deux sites. Je vais dire le 24, je mets le 24-70. Je vais pas me mettre au 24 parce que je viens de faire la même bêtise, je viens déjà de faire l'erreur. Je me mets au 70, je refais une photo. Alors c'était mieux, mais j'avais plus l'envergure. Ah, qu'est-ce que je fais? Et là, on sent la qui est lourde. J'ai mis 70-200, 200 mm, et j'ai fait les 18 photos. Chaque photo, t'as un courant. Oui. Alors, pour ceux que ça m'intéresserait de la méthodologie de la fabrication d'un panorama avec une longue focale, il y a tout ce qu'il faut sur ma chaîne YouTube. Et donc, c'est sur qui? Main V, alors 90%
me sert uniquement à la prise de vue vidéo et lorsque je fais des filtrations. Autrement dit, de la pose plus ou moins. D'accord? Sinon, tout le reste, mango. Et dans ce cas-là, le réglage se fait en manuel ou en automatique? Répondez vous-même à votre question. Voilà. Je dis répondez vous-même à votre question. Je suis pas sympa, je suis dans un piège. Non, non, moi je dirais manuel. Évidemment. Oui, parce que j'ai essayé en automatique et cette fois. Et pourquoi ça va? Parce qu'on n'a pas la même luminosité partout. Et chaque fois que vous allez faire la mise au point, Ça change. et là déjà, il y a une erreur déjà dans l'énoncé même, on ne refait pas la mise au point. Non. Vous faites la mise au point centrale, calcul de lumière centrale, vous gardez vos exifs, vitesse, ouverture, ISO, 20 des rétro satanas, vous ne touchez à rien, vous réfléchissez mentalement à la composition que vous voulez, et vous parlez tac, 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 et surtout, vous ne faites pas ça, mais vous revenez là et vous recommencez. Une fois que vous arrivez au bout, paf, vous recommencez. Et là, il n'y a pas 18 photos en réalité sur la photo. Il y en a 24. Pourquoi? Parce que les objectifs, ils ont tous le même défaut. Ils vont avoir une vision sphérique. Et vu que je suis un malvé, et que je suis comme tout être humain faillible, eh bien, dans mon élaboration de ma prise de vue, je vais avoir tendance à chuter. Donc, ce que je fais, je pars d'un peu plus haut et je commence. Donc, comme ça, je m'assure au moins d'avoir une homogénéité constante depuis le début de ma photo. Le seul souci, c'est que j'aurais dû pousser 10 à 30 photos et pas 24, parce que là, ma mémoire est coupée. Je manque de pénétration dans la photo. Et la série est prise en combien de temps? La série des dates. Là, ça va très vite, hein. Comment? Là, ça va très vite, hein. C'est de l'ordre de 30 à 45 secondes. Hein. D'accord, mais parce qu'il ne faut pas que la vidéo non plus soit trop changeante. Ah ben, oui, là, vous avez fait votre mesure. Alors, moi, je travaille beaucoup en mesure multizone chez Sony. Donc, chez les autres marques, c'est plus petit, voilà. Et le paysage, c'est le seul moment, et encore maintenant, je commence à changer et je pars sur. Alors, chez Sony, ça s'appelle Ton Plus, c'est-à-dire que je vais exposer ma photo en fonction des hautes lumières. Tant pis pour mes ombres, je vais sacrifier mes ombres, mais la technologie actuelle me permet d'aller déboucher les ombres plus facilement que de récupérer mes hautes lumières. D'accord? J'ai répondu à tout oui. Bien sûr. Surtout. Parce que l'électron, il est bête. Nous, on est plus intelligent que l'électron. Parce que l'électron, il sait faire des panoramas de photos. Il sait faire des panoramas en photo composite. Mais il sait les faire horizontalement. Il ne sait pas les faire verticalement. Donc là, le temps de traitement, c'est pas une demi-heure. Hein. C'est 2 heures. Parce que je vais traiter ma première série de photos. Je vais la composer en panorama. Je vais traiter ma deuxième série de photos. Je vais la composer en panorama, etc. jusqu'à la fin. Et vu que l'électron est stupide et que moi je suis intelligent, que nous sommes intelligents, je veux dire, je vais basculer mon panorama de 90 degrés. Et maintenant, je vais dire à l'électron, moi je suis plus malin que toi, assemble-moi tout ça en panorama. Et au bout d'un certain temps de calcul, je passerai les détails, vous avez l'image qui apparaît, l'image qui est comme ça. C'est pas grave, tu mets un pilote de 90 degrés. Après, un petit coup de recadrage, parce qu'évidemment, il y aura des zones blanches où il n'y aura pas de détails, puisque vu que j'ai bougé pendant ma prise de vue, il y aura des zones mortes. Donc, je recadre légèrement, j'enlève tout ce qui n'est pas photographiquement esthétique, photogénique, je veux dire, et ça monte.
C'est-à-dire que la composition en hauteur est quand même, à chaque shooting, c'est une partie de la photo. Oui. La règle, je ne pourrais pas le dire, parce que je ne vais pas vous envoyer sur le chaîne YouTube pour faire des vues, mais la règle, c'est un tiers de tiers. Et pas moins. Surtout pas moins. Le petit malin qui va dire je vais faire un quart, trois quarts, ça suffit largement. Non, parce que la ligne ne sera pas faite. S'il n'a pas de données, s'il n'a pas de matière pour faire la fusion de chaque image, ça ne va pas fonctionner. Pas un tiers de tiers par rapport au couvrement, c'est ça? Oui. Non, mais, alors, que ce soit en horizontal, non, je dis, en vertical ou en horizontal. D'accord? Et là, on a dégayé, on est plus sur la lumière. Les lumières réfléchies, dans l'idéal, vous avez la lumière blanche qui vient sur un objet, par exemple ici une feuille, la feuille est verte, elle vous renvoie de la lumière verte. Puisque la feuille est verte, vous allez voir la feuille verte. Elle va garder le rouge et bleu. Pourquoi elle va garder le rouge et bleu? Parce qu'on n'a pas besoin. Ah, elle n'a pas besoin justement, elle n'a pas besoin du vert. Elle n'a pas besoin du vert. Pour son développement, la plante n'a pas besoin du vert. Vous voyez? 100%, 33 R, V, B, que 33% de lumière réfléchie. Oui, j'arrête. D'accord? Donc vous perdez 66% des 2 tiers de la lumière que la plante a reçue. Donc quand vous êtes à l'ombre, si votre sujet est en plus à l'ombre, votre sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va recevoir de la lumière réfléchie. Donc il va réfléchir de la lumière réfléchie. Donc déjà la lumière qu'il reçoit est dégradée, il va renvoyer de la lumière encore plus dégradée, et résultat des courses, ça fait ça. Je m'excuse, j'ai été bavard. Est-ce que vous avez des questions très rapidement? Et par exemple, celle-là, vous la trouvez moche. Celle-là, c'est une belle. Je pense qu'on va faire bien faire des recherches. Celle-là, c'est rapidement faire des conférences. Voilà. Est-ce que vous avez rapidement des questions? Place pour les questions. Merci. Place dans la tête pour les questions. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous. D'accord? Vous comprenez pourquoi l'hôtel est une poubelle? Ah mais c'est pas pareil. Ah bah non. Oui. Là, il y a un petit coup de chance. Ah bah ça fait partie aussi du jeu. C'est juste. Mais vu que j'ai pas la lumière. Merci à vous. Merci. Merci.